Bonsoir à tous. Merci d'être nombreux ce soir pour cette conférence de Florent Braillard. Avant de lui laisser la parole, je voudrais préciser le cadre de cette conférence, qui ne diffère d'ailleurs pas beaucoup des autres conférences, colloques ou débats que nous organisons dans cet auditorium si vivant. En effet, certains se sont émus que l'on évoque Mein Kampf hommage. Or, le musée n'est pas un lieu sacré, entre guillemets, qu'il conviendrait de préserver des miasmes extérieurs, en l'occurrence ceux des fondements de l'idéologie nazie. Comme tout musée, l'hommage est un lieu de recherche et de diffusion du savoir, et notre musée peut être plus que d'autres encore en raison du poids de l'histoire juive. En revanche, ce qui est sacré dans nos murs, outre la collection, constituée patiemment depuis le milieu du XIXe siècle par Isaac Strauss et dont nous avons la mission, que nous avons la mission de transmettre aux générations futures, ce qui est sacré ici, à nos yeux, c'est la connaissance. Et notre mission, dans ce qu'elle a de plus noble, c'est de contribuer à la diffusion de la connaissance de l'histoire des Juifs d'Europe et de Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours, connaissance de l'histoire des Juifs de France, connaissance de la richesse de leur culture, mais connaissance aussi des avanies qu'ils ont subies à travers les siècles. Je n'ai pas besoin de développer dans cet auditorium. Ce qui est sacré pour nous, c'est le savoir, c'est la recherche, ce sont les nouvelles données, les nouveaux travaux, les avancées de la science. Il était donc naturel à nos yeux que nous invitions ce soir Florent Braillard et en conviant un historien, un savant, nous nous situions au cœur de nos missions. Hommage, nous essayons de ne pas faire une histoire lacrymale du judaïsme, pour reprendre la très belle formule de Salo Wittmeyer-Baron, l'historien américain. Mais le travail historiographique sur la Shoah et ses prémices ne sont pas achevés. La publication de Mein Kampf en 1925 et ses conséquences ont été suffisamment prégnantes, là aussi je n'ai pas besoin de développer, dans l'histoire du XXe siècle, pour que nous ne passions pas à côté des éclairages que vous apportez sur ce texte, et que ce texte que d'ailleurs la plupart d'entre nous n'ont délibérément pas lu. En l'occurrence, c'est bien sur ce texte, Mein Kampf, que Florent Braillard va se concentrer ce soir. Il reviendra sur la manière dont Hitler évoque les Juifs, comment son antisémitisme s'inscrit dans une tradition parfois ancienne, parfois récente. En d'autres termes, comment ce discours ne vient pas de nulle part. Il abordera la structure de la conception raciale du théoricien nazi et soulignera les liens entre les énoncés de 1925-1926 et la réalité de la persécution à partir de 1941-1942. En somme, comment les mots deviennent des actes. Alors, comme nous le savons, ce texte est très recherché dans certains milieux, notamment parmi les plus jeunes, qui se le procurent sans peine sur Internet. D'où l'enjeu de fournir, notamment aux enseignants, mais pas seulement bien sûr, un outil efficace permettant d'en démonter les ressorts. Donc aujourd'hui, c'est moins Mein Kampf que nous mettons en exergue, en valeur évidemment, que le colossal travail de documentation et d'analyse que vous avez réalisé, Florent, avec votre équipe de traducteurs et de chercheurs, pour éclairer l'ensemble des dimensions criminelles de ce livre, leurs sources et leur développement. Et votre conférence, d'une certaine manière, prolonge la journée organisée par le Mémorial de la Shoah le 30 mai dernier, en présence de Serge Klarsfeld et de nombreux historiens, parmi lesquels j'en cite quelques-uns, Christian Ingrao, Antoine Wittkin, Dan Michman de Yad Vashem, René Poznanski, Thomas Meissen, Christophe Frochasson ou Yanis Roder, ainsi que Sophie Élyséon, la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà. Alors Florent, je rappelle que vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche historique, dont vous avez été d'ailleurs le directeur de 2013 à 2016. Vos travaux portent sur la politique nazie de persécution et d'extermination des Juifs. Votre dernier livre, Auschwitz, enquête sur un complot nazi, a été publié en 2012 au Seuil. Et puis il s'inscrivait dans le droit fil de La solution finale de la question juive, la technique, le temps et les catégories de la décision, publié par Fayard en 2004. Vous avez également dirigé le volume collectif Le génocide des Juifs entre procès et histoire aux éditions Complexes en 2000. Et en 96, déjà, vous aviez publié une biographie de Paul Racinier, le premier négationniste français, intitulée « Comment l'idée vint à Monsieur Racinier, naissance du révisionnisme ». Là, chez Fayard déjà en 96. Mais je vous laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup, Paul, pour cette introduction et cette invitation. Je suis ravi, évidemment, de ce soir pouvoir parler avec vous de ce livre et de cette thématique. Quand nous avons commencé il y a quelques mois à réfléchir à ce projet de conférence autour de l'édition critique française de Mein Kampf, alors à paraître, donc sous le titre Historiciser le mal, nous étions d'accord sur le fait qu'il ne s'agissait pas de tenir ici, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, le même propos que, par exemple, au siège du CNRS, le Centre national de recherche scientifique auquel j'appartiens, le 19 mai dernier, lors d'une conférence de presse, ou lors de la journée de présentation très dense que nous avons faite, organisée au Mémorial de la Shoah le 30 mai, comme vous l'avez rappelé. L'idée était ce soir de rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez l'expression, dans la matière elle-même, c'est-à-dire d'évoquer l'antisémitisme de Hitler en mobilisant les connaissances que cette édition critique a justement permis d'accumuler. J'ai choisi d'aborder ce soir l'une des questions qui me semble, que je crois être les plus complexes qu'on puisse traiter, à savoir l'articulation entre Mein Kampf et la solution finale de la question juive. Ce faisant, j'aimerais faire la démonstration que Historiciser le mal, donc ce gros livre de 2000 pages qui pèse 3,7 kilos, n'est pas, comme un certain nombre d'opposants ont essayé de le faire croire, une simple réédition de Mein Kampf, mais bien autre chose, à savoir une entreprise scientifique à part entière qui a abouti à des résultats scientifiques, parfois inédits, à un approfondissement de notre compréhension du phénomène nazi, y compris dans ses dimensions les plus criminelles. En l'occurrence, l'analyse que je vais présenter ce soir, si vous le voulez bien, n'aurait pas été possible si, d'une part, on n'avait pas mis en circulation de nouvelles informations inédites ou mal connues qui nous contraignent de reconsidérer à nouveau frais la dichotomie historiographique entre intentionnalisme et fonctionnalisme, et si, d'autre part, travailler pendant toute cette période sur le texte de Hitler ne nous avait pas contraint à en faire une lecture particulièrement rapprochée, susceptible de faire émerger des continuités ou des persistances passées inaperçues dans le discours de Hitler entre 1925 et, par exemple, le milieu de la guerre, à la fois sur le danger juif, donc il y aura évidemment dans mon propos beaucoup de guillemets que je ne manifesterai pas toujours, mais je pense que vous serez de vous-même capable de les mettre, et la manière dont Hitler pensait qu'il était judicieux de traiter le dit danger juif. Pour commencer, je souhaiterais reprendre une citation que vous connaissez tous parce que c'est sans doute le passage le plus connu de Mein Kampf. C'est cette citation extraite du dernier volume du second volume, du dernier chapitre du second volume, donc le chapitre 15 intitulé La légitime défense comme droit. Si au début de la guerre et pendant la guerre, on avait soumis une fois 12 ou 15 000 de ces corrupteurs hébraïques du peuple au gaz toxique, comme avaient dû l'endurer au combat des centaines de milliers de nos meilleurs ouvriers allemands de toutes couches et professions, alors le sacrifice de millions d'hommes sur le front n'aurait pas été vain. Au contraire, 12 000 scélérats éliminés à temps, voilà qui aurait peut-être sauvé la vie à 1 million d'Allemands honnêtes et précieux pour l'avenir. Mais l'art politique, bourgeois, impliquait justement également de livrer sans sourciller des millions d'hommes à une fin sanglante sur le champ de bataille, mais de considérer 10 ou 12 000 traîtres à leur peuple, trafiquants, usuriers et escrocs, comme sanctuaire national inestimable, et de les proclamer plus publiquement se faisant intouchables. Donc, cette citation, d'une certaine manière, nous introduit au cœur de la problématique, qui est d'une part la haine, et d'autre part le fait que Mein Kampf est un livre extraordinairement mal écrit, comme cette citation, me semble-t-il, le montre. Le fait qu'elle ait été très souvent utilisée
est attesté très précocement. En effet, comme vous le savez, à partir de 1943, on lance l'idée dans le camp des Alliés de poursuites contre les criminels de guerre qui ne sont pas à leur défait. En 1945 s'ouvre à Nuremberg un grand procès international contre les plus grands criminels nazis. Le 7 janvier 1945, le substitut du procureur britannique, Frederick Elvin Jones, prend la parole et dit « Mein Kampf a abouti directement au four crématoire d'Auschwitz et aux chambres à gaz de Majdanek. » C'était là, évidemment, faire un lien direct entre ce livre publié en 1925 et la réalité génocidaire mise en place à partir de 1941. Son collègue Hartley Shawcross, le procureur britannique, 6 mois plus tard, dit à peu près la même chose, là encore, à la tribune du tribunal. Après la prise de pouvoir, la persécution des Juifs s'intensifia, la solution finale des assassinats en masse des Juifs fut conçue dans Mein Kampf, la Bible des nazis. Hitler a regretté qu'on ne soit pas servi de gaz toxique pour exterminer les Juifs allemands durant la dernière guerre. Là, la démonstration est encore plus complète. C'est non seulement dans Mein Kampf que s'originerait l'idée d'un génocide, mais dans la phrase que j'ai citée au préalable. Donc l'idée d'un lien direct entre Mein Kampf et la Shoah ou l'Holocauste ou la solution finale de la question juive a émergé dans un contexte judiciaire et elle s'est développée, y compris dans l'histoire plus ou moins académique. J'en veux pour preuve cette autre citation, beaucoup plus tardive, d'une historienne américaine, Lucy Davidovich, qui dans The War Against the Jews, un livre publié en 1975, dressait elle aussi un lien direct entre cette citation et la Shoah. Le premier paragraphe que vous voyez est une traduction en anglais, évidemment, de la citation que je vous ai lue, et je traduis à la volée comme ça le paragraphe suivant qui vous montre comment elle souhaite articuler cet énoncé de 1925 et la réalité qui a suivi. Est-ce que, dit-elle, écrit-elle, est-ce que l'idée de la solution finale est née de ce passage? Est-ce qu'elle a germé ensuite dans le subconscient d'Hitler pendant une quinzaine d'années avant de jaillir ou de rejaillir dans la réalité pratique? L'idée d'un anéantissement massif des Juifs avait déjà été esquissée par des antisémites imprégnés de visions apocalyptiques au XIXe siècle. Mais même les antisémites les plus fanatiques et les plus intransigeants, lorsqu'ils étaient confrontés aux réalités politiques et sociales, se sont toujours invariablement contentés d'un agrégat de mesures d'exclusion. Hitler, non. Lui a réussi à transformer l'idée apocalyptique en action politique concrète. Le massacre des Juifs a été la conséquence de ses convictions fondamentales et idéologiques. Fin de la citation. Donc on voit ici une des expressions la plus pure de ce courant intentionnaliste qui donne du crédit à un certain nombre d'énoncés faits par Hitler en 1925 et les considère comme une annonce, ni plus ni moins, de la politique qui allait être menée une quinzaine d'années plus tard. Cette conception historiographique a été, je crois, largement abandonnée et depuis longtemps par l'ensemble de la communauté historique pour 2 raisons principales. La première est la suivante. Il n'existe pas de ligne droite dans la politique anti-juive menée par les nazis. En d'autres termes, la route vers Auschwitz a été tortueuse. Cette expression, la route tortueuse, peut-être certains d'entre vous l'ont reconnue, elle vient du titre d'un ouvrage là encore fameux, The Twisted Road to Auschwitz, de l'historien germano-américain Karl Schleunes, qui a été publié en 1970. Le sous-titre, c'est la politique nazie à l'encontre des Juifs entre 1933 et 1939.
C'est le début d'une historiographie, enfin c'est la seconde phase d'une historiographie réellement scientifique de la persécution des Juifs. Ça vient 10 ans ou 8 ans après la publication par Raoul Hilberg de son grand livre sur la destruction des Juifs européens, ce que montre Schleuners et ce que les historiens après lui vont, avant lui d'une certaine manière, et après lui vont mettre en avant, c'est au fond le caractère erratique de la politique anti-juive que j'aimerais donc, sans entrer dans les détails, évidemment rappeler ici en partant du programme en 25 points de 1920, donc le programme du NSDAP, qui est l'acte fondateur de ce parti que Hitler a rejoint quelques mois auparavant et à la rédaction duquel il a, semble-t-il, contribué, mais dans une faible mesure. Donc, qu'est-ce qui est préconisé dans ce programme en 25 points, gravé dans la pierre, et dont Hitler affirme dans Mein Kampf et à plusieurs reprises qu'il ne doit jamais être modifié de quelque manière que ce soit. Les mesures anti-juives sont les suivantes: la déchéance de nationalité, l'éviction de la fonction publique et l'expulsion des étrangers en cas de crise alimentaire. Et là, on comprend bien, d'une part, que si les étrangers doivent être évacués ou expulsés en cas de crise alimentaire, les Juifs seraient les premiers visés. Et d'autre part, on voit bien le rejeu de ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, à savoir ces problèmes d'approvisionnement qui ont traumatisé la population allemande, et que Hitler retraduit avec ses camarades extrémistes dans un programme politique. Néanmoins, donc, déchéance de la nationalité, éviction de la fonction publique, expulsion, cas échéant, on est évidemment très très loin dans la programmation politique d'une quelconque politique de meurtre. Je vais très vite, donc je passe directement à 1933 et à la première mesure antisémite, qui est la publication en mars 1900 ou en avril 1900 de cette année-là, donc du paragraphe arien, qui exclut de la fonction publique justement toute personne ayant au moins un grand-parent arien. Les lois de Nuremberg en septembre 1935 sont évidemment un moment particulièrement important de persécution juridique qui se déploie sur un certain nombre de plans. Donc la nationalité, les Juifs ne sont pas déchus de leur nationalité allemande, mais ils sont déchus, le cas échéant, de leur citoyenneté, c'est-à-dire leur capacité à exercer leurs droits civiques, lesquels, évidemment, dans une dictature, sont réduits pratiquement à néant. Et puis, il y a cette interdiction terrible de mariage et de relations sexuelles entre Aryens et juifs, l'idée étant bien évidemment d'empêcher tout croisement et de préserver la soi-disant race aryenne de toute pollution juive. 1935 est une étape fondamentale, mais c'est une étape parmi d'autres. À partir de 1933, la politique mise en œuvre par les nazis est évidemment de favoriser, pour dire les choses comme ça, l'émigration de la minorité juive allemande. Et quand je dis dire les choses comme ça, évidemment, c'est que la pression va être de plus en plus forte et va prendre des formes de plus en plus extrêmes, qu'on pense bien évidemment, en particulier au pogrom de la Nuit de Cristal en novembre 1939, à la suite duquel des dizaines de milliers de Juifs ont été internés dans des camps dont ils n'ont été libérés qu'avec la promesse de quitter à très très brève échéance le territoire allemand. Suivant les statistiques produites par les nazis eux-mêmes, entre 1933 et 1939, pas moins de 350 000 Juifs allemands ou autrichiens avaient quitté le territoire du Reich, sur une population initiale de 560 000 personnes. C'est dire l'ampleur extraordinaire de ce mouvement migratoire. Mais donc, si cette politique
de migration plus ou moins volontaire ou plus ou moins forcée, s'est doublé à partir de 1938 d'une politique d'expulsion où la force et la contrainte, évidemment, prenaient toute la place. Donc 1938, c'est en octobre l'expulsion des Juifs de nationalité polonaise résidant sur le sol allemand, dont un changement législatif polonais risquait de les rendre apatrides et donc inexpulsables. Et donc, de manière préventive, le gouvernement allemand décide d'envoyer de l'autre côté de la frontière polonaise, de rassembler sur la frontière polonaise les quelques dizaines de milliers de juifs, donc polonais vivant parfois depuis des décennies en Allemagne, et puis de les forcer de l'autre côté de la frontière. Un grand nombre d'entre eux se trouveront coincés dans ce no man's land dans des conditions évidemment atroces. C'est le cas de la famille d'Herschel Greenspan, qui, pour se venger, assassine à Paris le conseiller d'ambassade von Rath, et c'est là le prétexte qui lancera, bien évidemment, la nuit de cristal que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc il y a un premier recours à l'expulsion forcée en octobre 1938. Il y a une deuxième émergence de cette idée, beaucoup plus tardivement dans ce calendrier très resserré, évidemment, qui est le nôtre, en février 1940. C'est là une découverte qui a été faite il y a une vingtaine d'années par un historien soviétique qui, en consultant les dossiers du service de migration soviétique, s'est rendu compte que ce service avait reçu une lettre d'un homologue allemand, donc on peut supposer que c'est Heydrich ou Eichmann qui a écrit la lettre, et qui propose donc à ce service en charge des migrations de transférer à l'URSS, dit le document, les juifs ou des juifs allemands. Ce qui veut dire que potentiellement 200 000 juifs ou 300 000 juifs, ou peut-être beaucoup plus si on inclut dans ce des juifs ou les juifs allemands, les juifs résidant, par exemple les juifs anciennement polonais résidant dans les territoires occupés et annexés, territoires polonais annexés au territoire, voire tous ceux qui sont depuis l'entrée en Pologne et la conquête de la moitié de la Pologne sous domination allemande. Alors donc évidemment, comme on le sait, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que très vraisemblablement le régime soviétique a décliné cette offre qui était pensée par les personnes qui l'avaient rédigée en Allemagne comme une continuation d'une politique mise en place depuis des années par le régime lui-même. C'est-à-dire que Heydrich, ou le rédacteur de cette lettre, Heydrich ou Eichmann, disait que la meilleure solution, au fond, ce serait de localiser les Juifs soit en Ukraine orientale, soit dans le Birobidjan, qui est cet État qui avait été créé justement pour recevoir la minorité juive. Donc cette proposition n'a pas eu de succès, et d'une certaine manière, aussi atroce qu'aurait été sa réalisation à l'époque, on s'en désole, bien évidemment, puisque ça aurait été pour ces Juifs la possibilité, comme ceux qui auront été évacués dans le goulag à partir de 1941, tout simplement d'échapper à l'ennemi nazi. Et donc, c'est pour moi un moment très important parce que c'est le dernier instant où les responsables de la politique anti-juive nazie acceptent que les Juifs qu'ils poussent à l'extérieur du Reich puissent poursuivre leur vie ailleurs, librement, enfin plus ou moins librement. Et évidemment, ça va à l'encontre du schéma qui sera développé à partir de, mettons, l'été 1940, quelques mois plus tard, quand, à la faveur de la défaite française, tout d'un coup, naît un plan qu'on nomme le plan Madagascar, par lequel les responsables nazis imaginent concentrer dans la colonie française de Madagascar la totalité des juifs européens alors sous leur férule, c'est-à-dire 4 ou 5 millions de personnes, avec l'idée pour le coup de les couper totalement du monde extérieur et donc de ne plus leur laisser leur liberté de vie. Et donc, ça aurait été une sorte d'immense réserve ou de camp de concentration sous les tropiques, dans des conditions évidemment déplorables. Cependant, il serait erroné
comme on l'a cru à certains moments dans l'historiographie, d'assimiler ce plan à une manière de cacher ou de voiler un objectif déjà conçu, de tuer les Juifs. Il n'y aurait pas eu de chambre à gaz à Madagascar, mais au contraire, les rédacteurs du plan, qui étaient de médiocres planificateurs, se souciaient, à leur mesure, de la capacité des Juifs à créer suffisamment de denrées alimentaires pour pouvoir s'auto-alimenter. Donc ils imaginaient créer des fermes et utiliser l'industrie de la pêche, créer des infrastructures routières, créer des institutions internationales d'échange d'un point de vue financier. Parce qu'il y avait tout un ensemble de détails qui montrent que ces responsables supposaient que les Juifs à Madagascar, ces 4 millions de personnes pourraient continuer, alors je ne dis pas une vie agréable, mais en tout cas à se perpétuer. Et j'en veux pour preuve le fait que aucun document concernant le plan Madagascar ne fait état d'une quelconque intention de séparer les Juifs en fonction des sexes, c'est-à-dire de les empêcher de se reproduire, ou bien de les stériliser, comme ça apparaîtra dans d'autres plans. Et la séparation par sexe, par exemple, est un élément central lors de la conférence de Wannsee. Donc, l'été 1940, on passe à un nouveau schéma qui est une réserve. À l'été 1940, cette réserve est située à Madagascar. Simplement, pour que ce plan se réalise, il faut évidemment maîtriser les mers. La condition pour à la maîtrise des mers, c'est la défaite de l'Angleterre. Hitler, à l'été 1940, prévoit d'envahir l'Angleterre et il espère pouvoir faire une blitzkrieg. Simplement, il change de plan. Il n'y aura pas de guerre contre l'Angleterre ou d'invasion de l'Angleterre. Le plan Madagascar disparaît aussi rapidement qu'il a été conçu. Une nouvelle pensée stratégique émerge qui est pour arriver à une domination totale du continent européen, puisque l'Angleterre n'est pas susceptible d'être vaincue à un horizon rapproché, il faut attaquer l'URSS et la vaincre, et de cette manière, la domination nazie sur le continent sera assurée de manière perpétuelle. Dans le sillage, évidemment, de ces premiers projets d'attaque contre le régime soviétique, se crée l'idée qu'il suffit de déplacer la réserve qu'on prévoyait de créer à Madagascar dans les confins septentrionaux de l'URSS, et dans la pensée de Heydrich, par exemple, cela prend la forme suivante. Les soviétiques ont créé, donc les judéo-bolcheviks ont créé des camps pour le goulag. Ces camps sont susceptibles de rassembler ou rassemblent déjà des dizaines de millions de prisonniers. Il suffira à l'avenir d'utiliser ces camps pour concentrer les Juifs dans cette région. Et il y a des citations particulièrement atroces où on voit pour le coup la jouissance de ces acteurs à l'idée de faire subir aux Juifs ce qu'ils croient que les Juifs ont fait subir, que les judéo-bolcheviks ont fait subir à la population russe. Donc, comme on le sait, ces projets-là non plus, d'une certaine manière, malheureusement, ne se sont pas réalisés de cette manière. C'est au printemps 1942 qu'on peut situer de manière certaine la fin de tout projet de réserve. Mais bien évidemment, vous le savez, dès l'été 1941, avec l'institution des Einsatzgruppen et la conquête du territoire soviétique, se mettent en place des politiques de répression et de massacre d'une ampleur de plus en plus forte. On estime, les dernières estimations proposent de placer le nombre de victimes de ces unités militaires et sécuritaires sur le territoire soviétique avant la fin de l'année 1941 à une fourchette entre 500 000 et 800 000 juifs tués par ces différentes formations. Puis comme on le sait, un basculement s'opère dans une période qui fait encore l'objet de débats entre spécialistes, entre, mettons, la fin de l'année 1941 et le début de l'année 1942. Le changement est radical, évidemment. Il ne s'agit plus de tuer
il ne s'agit plus de transplanter à l'Est des Juifs pour les laisser s'y perpétuer, il s'agit de les tuer en totalité et de manière très, très rapide. Alors évidemment, donc pardon, j'ai oublié de déployer ces différentes indications, mais c'était juste ce que je viens de dire. Alors évidemment, ce parcours, pour le moins, oui, tortueux, si on se replace dans la psyché de Hitler en septembre 1939, au fond, on se dit quoi? Que la chose qu'il aurait préférée à toute autre chose, hein, c'est qu'au moment où il se lançait dans l'attaque contre la Pologne et plus tard contre l'URSS, la chose qu'il aurait aimé, c'est qu'il n'y ait plus un seul juif en Allemagne. Que donc ses ennemis constitués de l'intérieur aient tous disparu et que donc ce peuple arien puisse sans entrave pouvoir poursuivre ses conquêtes. Simplement, c'est pas ça qui s'est passé. En 1939, il restait encore en Allemagne 200 000 ou 250 000 juifs, et au fur et à mesure que l'Allemagne va conquérir des territoires, et il a commencé à le faire avec les Sudètes ou bien évidemment l'Autriche, le nombre de juifs sous domination allemande va connaître une inflation extraordinaire jusqu'à atteindre plus d'une dizaine de millions de personnes. Donc c'est ce chemin tortueux qui empêche de supposer qu'il existe un lien direct entre les énoncés de 1925 et la réalité mettons, de 1941-1942. Mais reprenons la citation que j'ai citée tout à l'heure, enfin que j'ai évoquée tout à l'heure. On voit bien également, rien qu'en l'examinant à la loupe, de manière rapprochée et sans faire preuve de téléologie, que Hitler ne parle pas là d'un génocide tel que nous on l'entend. Pourquoi? Parce que il parle de 12 à 15 millions d'Hébreux corrupteurs du peuple, 1000, pardon. Mais simplement, il ne parle pas de millions de personnes, justement. Il parle d'une minorité à l'intérieur d'une minorité. Par ailleurs, les gaz qu'il évoque, donc c'est très frappant évidemment de constater qu'en 1925, Hitler parle de gaz. Simplement, les gaz ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a employés à Relno, Belzec, Sobibor et Treblinka, c'est-à-dire des gaz d'échappement ou dans les camions à gaz, ou à Auschwitz, c'est-à-dire le Zyklon B. Les gaz dont il parle, c'est les gaz de combat auxquels était soumis la totalité des forces belligérantes durant la Première Guerre mondiale. Ce que Hitler dit ici, en d'autres termes, c'est nous aurions dû veiller à ce que les Juifs combattent comme les autres, et donc soient comme les autres, soumis aux gaz de combat, et que comme les autres, une partie d'entre eux meurent. Ça fait bien évidemment référence à cette fake news, si vous me permettez d'employer cette expression, suivant laquelle, donc diffusée très très massivement en Allemagne à partir de 1915-16, suivant laquelle les Juifs allemands auraient moins combattu, auraient été moins présents au front que leurs compatriotes non juifs, ce qui est une affirmation totalement fausse, comme les enquêtes qui ont été diligentées l'ont montré. Les soldats juifs étaient aussi nombreux que les soldats non juifs dans leur classe d'âge, et ils étaient plus souvent que les autres envoyés au front. Mais c'est bien important de resituer donc cette citation tellement troublante dans son contexte immédiat. Et puis, on voit bien aussi, c'est la logique intrinsèque de ces quelques phrases, que ça fait référence à la légende du coup de poignard dans le dos, une autre fake news fondamentale qui laissait supposer que la défaite allemande en 1918 n'était pas le résultat
d'une évolution des forces qui faisait que la défaite était inévitable, le coup de poignard dans le dos, c'est une manière de renvoyer la responsabilité de la défaite à un groupe de personnes à l'intérieur qui auraient fomenté une révolution, laquelle, donc évidemment des judéo-communistes, laquelle aurait privé la nation allemande de la victoire qui lui revenait de droit. Donc, une fois qu'on explique les choses comme ça, on voit bien que tracer un lien direct entre Mein Kampf et la Shoah, c'est aller un peu vite en besogne. D'autant que cette interprétation restrictive ou limitative est confirmée par un autre passage, moins connu évidemment, qui se trouve dans le premier volume, dans le chapitre 1.5. Hitler, à nouveau, comme dans la citation liminaire, se situe en 1914, au moment où, selon lui, le marxisme juif aurait desserré son étreinte sur le peuple allemand, à la suite de l'élan patriotique que la déclaration de guerre aurait déclenché. Et donc, voilà ce qu'il dit pour illustrer ce moment très spécifique de 1914. Le moment aurait alors été venu de passer à l'offensive contre toute la confrérie mensongère de ces juifs empoisonneurs du peuple. Il fallait alors s'en débarrasser sans autre forme de procès, sans tenir le moindre compte des braillements qui pourraient s'élever, ou bien, ce qui aurait été encore mieux, sans éprouver de pitié pour toutes ces lamentations. Mais que fallait-il faire alors, poursuit Hitler? Mettre immédiatement sous les verrous les chefs de l'ensemble du mouvement séditieux, les traduire en justice et en débarrasser la nation. Il fallait employer impitoyablement l'ensemble des moyens du pouvoir militaire pour exterminer cette pestilence. Il fallait dissoudre les partis, ramener le Reichstag à la raison, si nécessaire par la force des baïonnettes, ou mieux encore, l'abolir sur le champ. Alors que les meilleurs tombaient au front, on pouvait au moins, à la maison, liquider la vermine. Donc on voit bien que ce passage, c'est réécrit sous une autre forme, à peu près la même chose que ce que Hitler avait ou dirait dans le dernier chapitre du deuxième volume. Et on voit bien qu'il y a là une tension entre exterminer la pestilence, mais fermer le Reichstag ou liquider les partis politiques. Dans tous les cas, il est clair que cela n'annonce pas un génocide. Hitler propose ou expose dans Mein Kampf un certain nombre de mesures qui auraient visé une fraction de la population juive considérée comme particulièrement dangereuse. Elle ne passait pas ou ne passait pas forcément par le meurtre. Donc, je pourrais d'une certaine manière arrêter mon exposé là et considérer qu'il n'existe décidément pas de lien entre Mein Kampf et le terrible futur qui a été la Shoah. Et ce serait regrettable. En effet, quelques sources, parfois anciennes, parfois plus récentes, permettent en effet d'attester que Hitler, dans les années où il écrivait Mein Kampf, avait bel et bien développé ce que je pourrais appeler un imaginaire génocidaire. La première de ces sources est un témoignage d'un journaliste nationaliste, Joseph Hell, qui raconta avoir rencontré Hitler en 1922 et discuté avec lui. Il l'a interrogé sur ce qu'il comptait faire une fois que lui, Hitler, aurait une, je cite, totale liberté d'action contre les Juifs. La réponse de Hitler, selon le récit de Hell, fut brutale et explicite. La voici donc. Lorsque je serai réellement au pouvoir, alors l'annihilation des Juifs sera ma première et plus importante tâche. Dès que j'aurai la possibilité de le faire, je ferai construire par exemple à Munich, sur la Marienplatz, des potences et encore des potences, autant que la circulation le permettra. Puis, les Juifs seront pendus les uns après les autres et ils resteront pendus jusqu'à ce qu'ils puent. Ils resteront pendus aussi longtemps que les principes d'hygiène en général le permettront. Dès qu'on les aura détachés, ce sera au tour des suivants et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier Juif de Munich ait été éliminé. On procédera de même dans les autres villes jusqu'à ce que l'Allemagne ait été complètement nettoyée de Juifs. On ne peut pas dire évidemment, en lisant cette citation horrible, que Hitler n'avait pas
ou n'imaginait pas à ce moment-là tuer la totalité des Juifs, qui plus est avec des méthodes barbares. Ce témoignage a été cité par un historien anglais, Gerald Fleming, dans un livre bien connu et important qui s'appelle Hitler and the Final Solution, publié en 1984. Le propos de Fleming, c'était, à la suite des attaques négationnistes, d'établir de manière documentaire le lien le plus étroit possible entre Hitler et les décisions ayant conduit au massacre des Juifs européens. Et dans le cadre de son enquête, il a réussi à retrouver ce document conservé aux archives de l'Institut für Zeitgeschichte, l'Institut d'histoire contemporaine de Munich. Pourtant, ce document, au fond, n'est pratiquement jamais cité par les historiens qui ont suivi, pour une raison qui n'est pas explicitée, mais qui est relativement simple à comprendre. Ce document, se rapportant à l'année 1922, a été déposé en 1945 sous une forme re-rédigée par le témoin. Ce qui veut dire que pour l'historien, évidemment, il y a le soupçon qu'en 1945, Joseph Hell, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent, ait aménagé la réalité et prêté, le cas échéant, à Hitler des propos qui n'étaient pas les siens à l'époque. Bon. Cependant, donc, si ce témoignage n'a pas fait l'objet d'une considération importante dans l'historiographie, mes collègues auraient pu remarquer, ou j'aurais pu remarquer, que quelques années auparavant, dans le cadre d'une vaste édition des différentes sources, à la fois orales et écrites, concernant Hitler entre 1900 et 1919 et 1925, deux historiens avaient trouvé les brouillons d'un discours prononcé en août 1921 par Hitler. On n'a pas le compte-rendu du discours, il n'y avait pas de journaliste ce jour-là, donc il n'y a pas eu d'article le lendemain, il n'y avait pas non plus d'informateurs, donc il n'y a pas de rapport de police. La seule chose qu'on sait sur ce discours, c'est que Hitler avait prévu de prendre la parole et d'évoquer la pendaison des Juifs, la pendaison des profiteurs, et qu'il intégrait ça dans un combat racial. Et donc là, tout d'un coup, évidemment, on se dit, mais la pendaison, c'est une thématique qui a justement été évoquée par Hell. Donc, c'est un début de confirmation. Et il faudrait en fait attendre beaucoup plus longtemps pour trouver d'autres confirmations. Et donc, par exemple, il y a quelques années, un historien a travaillé sur la figure de Rudolf Hess, donc qui est alors un jeune homme qui va devenir l'adjoint et le député, le secrétaire de Hitler, mais qui est dès ce moment-là très introduit dans les hautes sphères du NSDAP, qui est alors un tout petit parti, hein, il faut remettre les choses à leur place. Néanmoins, l'historien en question a trouvé des correspondances échangées par ce jeune S avec un nationaliste suisse, et dans une lettre d'une nationaliste suisse à Hess, celui-ci lui dit que pendre les Juifs, que l'extermination du marxisme et exterminer en outre les Juifs avec des mitraillettes n'est pas une bonne idée. Ce qui veut dire que Hess avait, devant ce correspondant suisse, évoqué l'idée d'exterminer le marxisme à la mitraillette, et que donc l'idée circulait dans les plus hautes sphères du parti nazi à l'époque. Mais la source la plus spectaculaire a émergé il y a une quinzaine d'années en espagnol, puis a été traduite en allemand. C'est une interview donnée le 8 novembre 1923 par Hitler à deux journalistes catalans, dont l'un s'appelle Xamar. On est le 8 novembre 1923, c'est un jour important, c'est le jour où Hitler s'apprête à lancer sa grande marche contre le gouvernement munichois, avec l'idée que ça déclenchera un mouvement populaire qui permettra de renverser la République de Weimar. On sait comment les choses se sont terminées, par
Le putsch a évidemment lamentablement raté. Mais voilà, peu importe. Ce qui importe, c'est que ce même jour où Hitler devait se trouver dans un état d'excitation, face à ces deux journalistes catalans, il a évoqué très ouvertement la manière dont il envisageait la question juive. Voici son propos. La question juive, disait Hitler à ces journalistes catalans, est un cancer qui ronge notre organisme national allemand, un cancer politique et social. Heureusement, les ulcères sociaux et politiques ne sont pas incurables, on peut les exciser. Si nous voulons que l'Allemagne vive, nous devons détruire les Juifs. Ici, dans l'article publié donc en décembre 1923, le journaliste Eugénie Xamar a inséré sa question. Sa question, c'est « avec des coups ?» point d'interrogation, et Hitler reprend. Ce serait le mieux, mais ils sont trop nombreux. Un pogrom est une chose formidable, mais cela a aujourd'hui perdu une bonne partie de son efficacité médiévale. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de problème juif national, il y avait un certain nombre de problèmes juifs locaux ou régionaux, et un pogrom était suffisant pour y répondre. Aujourd'hui, c'est différent. À quoi nous servirait d'exterminer la population juive de Munich si les Juifs continuent de dominer l'argent et la politique dans le reste du pays, comme cela est le cas actuellement? Et puis, Hitler poursuivait, « Il y a dans toute l'Allemagne plus d'1 million de Juifs, c'est un chiffre très exagéré, que voulez-vous faire? Tous les tuer en une nuit? Ce serait naturellement la meilleure solution. Et si l'on y parvenait, l'Allemagne serait sauvée. Mais cela n'est pas possible. J'ai examiné le problème sous tous les angles, ce n'est pas possible. Le monde nous tomberait dessus au lieu de nous remercier, ce qu'il devrait pourtant faire. Le monde n'a pas compris l'importance de la question juive pour la simple raison qu'il est dominé par les Juifs. Vous comprenez maintenant? Point d'interrogation. Et Hitler poursuit encore. La question juive est une chaîne, et l'Allemagne doit briser cette chaîne si elle ne veut pas mourir. Comment? De quelle façon? Nous avons déjà constaté que les pogroms ne marchent pas. Il ne reste que l'expulsion de masse. Ce passage, comme vous l'avez constaté, horrible, donc publié en 1923, redécouvert à la fin des années 2000, publié en allemand en 2005, ce passage contient, je crois, une tension que l'on trouve par ailleurs dans d'autres documents. Ce qui importe à Hitler, ce n'est pas tant le caractère criminel ou non de l'action anti-juive, c'est la question de la systématicité. Hitler, dans ce passage, dans ce document, dans cette interview, mais aussi dans d'autres documents, considérait en 1923 que le meurtre était efficace, n'était pas efficace, parce que justement il ne pouvait pas être systématique. Alors que, disait-il ici, l'expulsion des Juifs, quant à elle, pouvait l'être. Alors, si on fait émerger la question de la systématicité, en voyant que c'est une des préoccupations essentielles de Hitler à cette époque-là, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans Mein Kampf, dans d'autres passages, il a essayé de construire intellectuellement un raisonnement sur cette question qui lui semblait tellement essentielle. C'est dans le passage, c'est dans le chapitre 1.5, dont j'ai évoqué tout à l'heure, ce que j'ai cru présenter, ce que j'ai présenté comme une première formulation de ce passage sur les 12 ou 15 000 corrupteurs hébraïques du peuple. Donc, la citation de tout à l'heure, c'était « Mais que fallait-il faire alors? Mettre immédiatement sous les verrous les chefs de l'ensemble du mouvement séditieux, ramener le Reichstag à la raison, l'abolir. » Bon. Et puis, il poursuivait. Une question se posait cependant. Est-il seulement possible d'exterminer par l'épée les idées nées de l'esprit? Peut-on combattre des visions du monde en employant la force brute? Cette question, écrivait Hitler dans Mein Kampf, je me la suis posée plus d'une fois déjà à cette époque. On voit bien dans ce passage qu'il y a là aussi un glissement. Auparavant, il parlait de personnes, d'êtres, d'acteurs historiques. Puis, dans la deuxième partie, il passe à une idée, une idéologie. Pourtant,
c'est bien la question de l'extermination systématique qui se trouve posée dans ce passage, dont je crois qu'on peut dire qu'en fait, Hitler parlait à la fois de l'idéologie et des acteurs, il parlait d'incarnation idéologique ou d'idéologie incarnée. Il expliquait dans la suite du passage qu'une telle extermination était possible seulement si elle était portée par une idéologie extrêmement forte, parce que, expliquait-il, il fallait faire preuve de persévérance. En cas de relâchement, soutenait-il, le groupe cible avait la possibilité de se reconstituer. Il indiquait par ailleurs que cette idéologie était nécessaire pour que les mesures menées soient considérées comme justifiées et donc acceptable par la population. Et donc, c'est un passage auquel je vous renvoie le cas échéant. Vous verrez que ce n'est pas le plus facile à comprendre, il est même extraordinairement abscon. Je veux simplement faire remarquer ici que la question du caractère systématique des actions menées contre les ennemis consubstantiels se trouve posée à plusieurs reprises, se trouvait posée à plusieurs reprises par Hitler, donc dans Mein Kampf, et dans un certain nombre de documents contemporains. C'est cette question de la systématicité qui me semble expliquer l'évolution de la réflexion de Hitler. Au milieu des années 20, il pensait que la violence politique et le meurtre ne pouvaient pas aboutir à une solution systématique de la question juive, en particulier quand cette violence était exercée par la population dans le cadre de pogroms. La préférence donnée à l'antisémitisme de raison, suivant l'expression qu'il emploie dans une lettre de 1919, par rapport à celui l'antisémitisme passionnel, qui lui pouvait conduire à lyncher des foules, est motivé non pas par un rejet de principe de la violence criminelle, intrinsèque au pogrom, mais par le rejet du caractère anarchique et de ce fait incomplet de telles actions. À l'inverse, expliquait-il au journaliste catalan, il est possible de parvenir à une expulsion des Juifs qui serait totale, systématique, comme cela, disait-il, s'est déroulé justement en Espagne à l'époque d'Isabelle la catholique. Ce que je viens de résumer ici, qu'on a déjà vu avant, il le pensait dans les années 20, et il le maintiendrait d'une certaine manière, de manière très tardive, jusque pendant une quinzaine d'années. En novembre 1941, en effet, les plans attestés des responsables nazis concernant la population juive européenne, y compris la population juive soviétique, étaient toujours de constituer une réserve sur les territoires septentrionaux de l'URSS. Le projet de réserve juive était toujours présent. Et puis pourtant, depuis quelques mois, et de manière accélérée à partir de la fin de l'année 1941, Hitler se mit à considérer que finalement la meilleure solution, ça n'était pas de les rassembler à un endroit ou de les expulser tous, c'était de les tuer tous. Comment expliquer cette évolution? Peut-être tout simplement parce que les conditions de possibilité avaient, au fil du temps, changé. Rappelons ainsi que dans l'interview de 1923, il se souciait des répercussions internationales que ne manquerait pas de susciter le massacre des Juifs. Évidemment, en période de guerre, quand la moitié du monde était coalisé contre l'Allemagne nazie et que dans le même temps il bénéficiait de l'alliance de la moitié de l'Europe, voire plus, ce problème disparaissait. La guerre était, pour les nazis, ce moment où les contraintes s'effaçaient. C'est cet effacement des contraintes, d'ailleurs, des contraintes de l'action publique qui explique la conception et la mise en œuvre du programme TEFIR de mise à mort des malades mentaux, comme vous le savez, à partir de 1939, un programme de liquidation des aliénés et handicapés est mis en place. Il fera 70 000 victimes jusqu'à l'été 1941 et sa suspension officielle, même si officieusement, et dans le secret, ce programme sera poursuivi. Ce programme de l'opération TEFIR avait également montré qu'il était techniquement possible de concevoir et de mettre en œuvre un programme technologiquement avancé de mise à mort.
les malades mentaux étaient assassinés dans des sites spécifiques et dans des chambres à gaz. Cette technologie de gazage fut transférée à travers les camions puis les chambres à gaz dans la solution finale de la question juive sur les territoires orientaux de l'Europe. Et même, comme l'a montré le grand historien Henry Friedlander, les personnels de l'opération Téphir, ceux responsables de la mise à mort des malades mentaux, furent versés et mis à disposition des responsables de la mise à mort des Juifs. Ce sont eux qui construisirent et qui firent fonctionner les camps de l'opération Reinhardt, Belzec, Sobibor et Treblinka. Par ailleurs, évidemment, le meurtre des Juifs soviétiques par les Einsatzgruppen, à partir de l'été 1941, avait également fait la démonstration que des massacres d'une ampleur inouïe étaient susceptibles d'être perpétrés sans beaucoup de problèmes. Rappelons qu'en 2 jours, à Babi-Yar, dans la banlieue de Kiev, les 29 et 30 septembre 1941, 33 771 Juifs ont été tués. 33 771 victimes en 2 jours. Enfin, on pourra remarquer un changement d'opérateur entre les fantasmes développés par Hitler dans les années 20, ou au milieu des années 20, et le génocide tel qu'il a été perpétré à partir de 1941. Hitler rejetait à l'époque les pogroms en raison de leur manque de systématicité. Or, ces pogroms étaient commis par la population fondamentalement. À l'inverse, la solution finale de la question juive fut essentiellement le fait de l'appareil policier, c'est-à-dire de l'appareil d'État. L'appareil d'État était l'opérateur permettant de donner à une politique, même criminelle, une dimension systématique qu'il était impossible d'anticiper quelques années plus tôt. Alors résumons. Hitler avait développé au début des années 20 des fantasmes génocidaires qu'il avait rejetés parce qu'il lui semblait impossible à mettre en œuvre de manière systématique pour des motifs à la fois internes et externes, et non pas du fait, bien évidemment, d'un rejet de principe de toute politique criminelle. Il a exposé dans Mein Kampf une conception portant sur une entreprise criminelle plus limitée, qui aurait visé à soumettre au gaz donc une douzaine ou une quinzaine de milliers de juifs entre 1914 ou 1915. Cette solution aurait, dit-il, permis d'éviter l'effondrement allemand de 1918-1919. Il développa, après son arrivée au pouvoir, une politique visant à favoriser l'émigration juive, puis l'expulsion à partir de 1938, puis il échafauda avec ses sbires de gigantesques plans de transplantation. Ce ne fut qu'en 1941-42 qu'il se résolut, les conditions historiques de possibilité ayant changé, à promouvoir la solution à la question juive exclusivement fondée sur le meurtre. Ce qui manque dans ce panorama, et donc dans mon exposé jusqu'à présent, c'est pourquoi. Pourquoi il fallait, ou il faudrait, si on se replace au moment où l'acteur parle, tuer des juifs. On en voit bien les linéaments, évidemment, dans la citation que j'ai lue au début de cet exposé, puisqu'il avait expliqué que le meurtre de quelques dizaines de milliers de juifs, ou de quelques milliers de juifs, était supposé avoir un effet d'une extraordinaire ampleur. Je recite très rapidement, si on avait soumis alors le sacrifice de millions d'hommes sur le front n'aurait pas été vain, au contraire. Voilà qui aurait peut-être sauvé la vie d'un million de bons Allemands, honnêtes et précieux pour l'avenir. En bref, si on avait tué ces Juifs en 1914 ou 1915, on n'aurait pas perdu la guerre et on aurait évité la mort d'un million de bons soldats. Mais encore une fois, pourquoi? Ce faisant, la guerre, celle de 1914-18, n'aurait pas été perdue. C'est dans un autre passage de Mein Kampf que se trouve la réponse. Et c'est là tout l'intérêt, évidemment, d'avoir fréquenté cette source de manière approfondie et pour le moins itérative. C'est dans le chapitre 9 du second volume, un chapitre assez court consacré à l'histoire de la Hessa. Pour des raisons inconnues, c'est là que Hitler a choisi d'exposer une sorte de théorie générale sur le fonctionnement de la société,
que je vais vous exposer en lisant ce passage, malheureusement assez long, et vous le verrez, je crois, assez mal écrit. Je vais lire néanmoins ce passage assez long et mal écrit parce que je crois qu'il est très important et il se trouve qu'il n'a jamais été cité parce qu'il n'a jamais été détecté par mes collègues historiens. Donc j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le découvriront ce soir. Voilà ce qu'écrivait Hitler. Tout corps du peuple, donc tout peuple, peut être divisé en trois grandes classes. En un extrême de la meilleure humanité, d'un côté, bonne au sens de toutes les vertus, particulièrement distinguée par le courage et le goût du sacrifice, et d'autre part, un extrême du pire rebut humain, mauvais dans le sens de la présence de toutes les pulsions et vices égoïstes. Entre les deux se trouve, comme troisième classe, la grande et large couche moyenne dans laquelle ne s'incarne ni l'héroïsme rayonnant des meilleurs, ni la mentalité criminelle la plus vulgaire des pires éléments. Hitler, il y a toujours un moment très compliqué où quand on lit des citations aussi pénibles, on a le sentiment d'infliger voilà, des choses qu'on ne devrait pas à son auditoire. Néanmoins, c'est important de continuer et Hitler poursuit en disant les choses suivantes. Les époques de l'ascension d'un corps du peuple se distinguent n'existent que du fait de la direction absolue qu'exerce la partie extrême meilleure. Les époques d'évolution normale, régulière ou d'état stable se distinguent ou existent à travers la domination visible des éléments du centre, les deux extrêmes s'équilibrant l'un l'autre dans la balance ou se neutralisant mutuellement. Les époques de l'effondrement d'un corps du peuple sont définies par l'action prédominante des pires éléments. Et Hitler poursuit. Ce qui est remarquable ici, c'est que la large masse, écrit-il, en tant que classe du milieu, telle que je veux la désigner, n'apparaît de manière sensible que lorsque les deux extrêmes eux-mêmes sont aux prises dans une lutte mutuelle et que, en cas de victoire de l'un des deux extrêmes, cette masse se soumet toujours avec complaisance au vainqueur. Dans le cadre de domination des meilleurs, la large masse suivra ceci. Dans le cadre de la réussite des plus mauvais, elle ne leur opposera pour le moins aucune résistance, car combattre la masse du milieu ne le fera jamais elle-même. Donc la citation est longue. La théorie, pourrait-on dire, est pour le moins rudimentaire et même ridicule de simplisme. Cette théorie qui prive le peuple, la population dans sa grande majorité, de toute autonomie, qui la place d'une certaine manière dans une situation de minorité. Le peuple est un organisme féminin, capable de penser par lui-même, et qui aurait donc besoin d'être influencé par d'autres, les extrêmes, pour se mouvoir et devenir un agent de l'histoire. Ça, c'est la théorie théorique, d'une certaine manière. Elle se trouve déclinée juste après par Hitler à travers un exemple historique spécifique qui est, et ça n'étonnera aucun d'entre vous, la guerre de 14-18. Hitler donc poursuit en déclinant sur la réalité historique de 1914-1918 les conséquences de sa théorie. Or, la guerre de 1914-18 a détruit, au cours de ces 4 années et demie d'événements sanglants, l'équilibre interne de ces trois classes, dans la mesure où, tout en reconnaissant tous les sacrifices du milieu, l'on doit cependant constater qu'elle a mené à une saignée presque complète de l'extrême de la meilleure humanité. Leur mort, celle de ces meilleurs éléments, fit monter en flèche le bon côté de la balance, trop peu chargé, tandis que pesèrent désormais plus lourds qu'autrefois les éléments de la méchanceté, de la bassesse et de la couardise, bref, la masse de l'extrême du mauvais. Ainsi, la fin de la guerre produisit le tableau suivant. La large couche moyenne de la nation a apporté son tribut en sacrifice du sang conforme au devoir. L'extrême du meilleur s'est presque intégralement sacrifié dans un héroïsme exemplaire. L'extrême du mauvais, soutenu par des lois les plus absurdes d'un côté et par la non-utilisation des articles de guerre de l'autre, a malheureusement été conservé d'une manière tout aussi intégrale. C'est cette lie
bien conservée de notre corps du peuple, qui a ensuite fait la révolution, et elle n'a pu le faire que parce que l'extrême des meilleurs éléments ne lui faisait plus face, il n'était plus en vie. Évidemment, à travers cette citation, qui est la déclinaison historique de cette théorie lamentable, on comprend mieux pourquoi, dans l'esprit de Hitler, la destruction en 1914 de quelques milliers de juifs aurait changé le cours de l'histoire, interdit le soulèvement du peuple allemand et donc aurait empêché la défaite. Tuer quelques milliers de juifs en 1914, c'était rétablir l'équilibre en allégeant le côté négatif de la balance, alors que le côté positif, avec tous ces merveilleux soldats allemands volontaires qui étaient tombés en premier, avait déjà perdu tout son poids. Il s'agit là, me semble-t-il, d'un premier acquis. La fameuse citation de Hitler, que j'ai citée de manière liminaire, ne peut se comprendre que dans le cadre de la théorie de l'équilibre, donc il faudrait mettre des guillemets ici sur théorie et sur équilibre, une théorie passée inaperçue des commentateurs de Mein Kampf, qu'ils soient historiens, philosophes ou acteurs historiques. Mais, et c'est un second acquis qui me semble encore plus important encore, ce qui est frappant, c'est que cette théorie de l'équilibre n'est pas seulement un discours confiné aux années 20, mais c'est une théorie qui a guidé l'exercice du pouvoir, en particulier dans la période de guerre. Car il se trouve qu'on dispose de multiples exemples ou circonstances dans lesquelles, à partir de l'été 1941, Hitler, imaginant trouver l'Allemagne dans une situation particulière de danger, a mobilisé sa théorie pour expliquer ce qu'il faisait ou ce qu'il voulait faire, en particulier ce qu'il faisait ou ce qu'il voulait faire contre les Juifs. Je me contenterai ici, même si les exemples, encore une fois, sont multiples, d'évoquer les propos tenus par le chef du Troisième Reich en présence de Goebbels le 29 mai 1942. Nous sommes au cours d'une période très importante pendant laquelle la solution finale est sur le point de connaître son ultime modification. Quelques jours plus tard, on annoncerait que le meurtre des Juifs non seulement doit être mis en œuvre, mais qu'il doit être mis en œuvre à un rythme effréné, en une année seulement. C'est une période par ailleurs extraordinairement importante parce que 2 jours plus tôt, le 27 mai, Heydrich, le responsable du RSHA qui dirigeait la conférence de Wannsee et qui par ailleurs occupait des responsabilités importantes au sein du protectorat de Bohême-Moravie, a fait l'objet d'un attentat au sortir dans la banlieue de Prague. Il a été touché par balle. Dans un premier temps, on croit que la blessure est relativement superficielle. Une infection advient. Heydrich va de plus en plus mal. Ce que montre cet attentat pour ses responsables, qui se croyaient évidemment au-dessus de l'humanité entière, c'est que eux aussi sont mortels. Et là, on voit très très bien dans ce moment crucial la peur se saisir de tous ces acteurs. À partir du moment où il y a danger pour ces acteurs, il faut réagir. Donc, le 29 mai, ce jour si important, Hitler parla avec celui qu'il rencontrait régulièrement, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, qui le lendemain couchait par écrit ce qui s'était passé la veille, le 30 mai, résumant donc ce qu'il avait vécu la veille. Goebbels écrivait dans son journal: le Führer explique une nouvelle fois sa revendication en faveur du maintien de l'équilibre entre la perte des idéalistes et la perte des négativistes. Son argumentation est absolument convaincante. Nous avons perdu dans cette guerre tant d'idéalistes qu'un contrepoids doit être apporté en contrepartie du côté négatif et criminel. On lit ensuite
dans la même entrée, rédigée par Goebbels le lendemain, le Führer explique que les travailleurs allemands ne doivent pas penser à lui tomber dans le dos. Chaque travailleur allemand souhaite aujourd'hui la victoire. Dans le cas où on serait une fois en danger de perdre la guerre, alors le travailleur allemand aurait à supporter le plus dur et il sentirait certainement une très profonde affliction. Les Allemands ne prennent part à des mouvements subversifs que quand les Juifs les corrompent à ce point. C'est la raison pour laquelle il faut limiter le danger juif, quoi qu'il en coûte. Liquider le danger juif, quoi qu'il en coûte. Ainsi, non seulement la théorie de l'équilibre avait servi à Hitler en 1925 pour penser ce qu'on aurait dû faire 10 ans plus tôt, en 1915, pour ne pas perdre la guerre, elle avait également été mobilisée par lui à partir de 1941 pour concevoir le meurtre des Juifs et ainsi, croyait-il, éviter la défaite. Le génocide des Juifs avait ainsi constitué, dans l'esprit de Hitler, une mesure préventive destinée à écarter le retour du spectre de 1919. Je suis presque au terme de ma démonstration. Vous l'aurez compris, c'est cette ridicule, cette indigente théorie de l'équilibre qui explique, selon moi, le meurtre des Juifs d'Europe. Elle nous permet de rentrer dans la rationalité de cet acte insensé. Il s'agit là d'une composante idéologique d'autant plus importante qu'on ne la trouve pas seulement dans les années 20, de manière totalement exploratoire, ou en 1941-42, au moment où s'opérait le basculement vers le meurtre indiscriminé. Il est remarquable que la théorie de l'équilibre ait été également mobilisée, sous une forme plus ou moins directe, dans l'après-coup. Quand il s'agissait, pour Hitler et Himmler, pour les plus hauts responsables nazis, d'évoquer le crime qu'ils avaient commis pour, tout simplement, se réjouir de l'avoir fait, du fait des conséquences dont ils pensaient que cette action avait eu. J'en veux pour preuve deux courtes citations par lesquelles je terminerai mon propos. La première est un discours prononcé en juillet 1944 par Himmler devant des officiers d'une division de grenadiers. Donc, ça n'est pas le premier discours, tant s'en faut, où Himmler évoque le meurtre des Juifs. Il dit à peu près toujours la même chose. Cette citation me semble particulièrement frappante. Naguère, explique-t-il, en 1918, après 4 années de lutte, c'est la révolte montée de la rue qui nous a enlevé des mains cette victoire que nous voyons s'annoncer comme sûre. Là, c'est une référence évidente au coup de poignard dans le dos, à la théorie mensongère du coup de poignard dans le dos. Nous sommes maintenant dans la 5e année de la Seconde Guerre mondiale. Dans la patrie, le peuple est débarrassé des Juifs, de toute engeance criminelle, situation toute différente de celle d'autrefois. Nous nous trouvons dans une situation heureuse. Nous n'avons plus de Juifs dans le pays, si bien que nous avons éliminé tout foyer de révolte au sein du peuple. On voit bien que c'est à nouveau une déclinaison de cette théorie de l'équilibre, mais dans l'après-coup, où Himmler, en l'occurrence, explique ici que, tout simplement, malgré la durée de la guerre, il n'y a pas de révolte populaire, puisque ceux qui, 20 ans plus tôt, avaient fomenté la révolte, prétendument, les Juifs, avaient été tués. Et Hitler n'a pas dit autre chose. En mai 1944, dans une citation beaucoup plus courte, devant des généraux, cette fois, il expliqua, en mettant à l'écart les Juifs, et donc quand on parle de mise à l'écart ici, on parle bien évidemment de meurtre, j'ai éliminé la possibilité que se constitue un noyau révolutionnaire ou que se forme un foyer infectieux. Me voici donc au terme de ma démonstration. J'espère avoir respecté mon contrat, c'est-à-dire avoir fait la preuve en présentant cette interprétation que je crois novatrice des motivations génocidaires de Hitler, qu'il n'aurait pas été possible de la reconstituer sans une lecture attentive, scrupuleuse, répétée de son livre en 1925, et sans non plus la mise en circulation ou la révélation d'informations mal connues,
en l'occurrence l'interview donnée par Hitler à Axamar, ce journaliste catalan, en 1923. Historiciser le mal, hein, ce gros livre d'un millier de pages, hein, n'est ainsi nullement assimilable à une simple réédition de Mein Kampf. C'est un livre d'histoire à part entière, mettant en circulation une quantité proprement phénoménale d'informations et d'analyses sur Hitler, l'idéologie nationale-socialiste et l'immensité des crimes nazis. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez, de façon très claire, mis à mal la théorie intentionnaliste, hein, de l'extermination. Mais est-ce que ce sorte de paradigme de l'équilibre, hein, qui anime Hitler, est-ce qu'elle vient à l'appui de la théorie fonctionnaliste? Est-ce qu'elle a un lien avec la théorie fonctionnaliste ou aucun? Alors merci pour cette question. J'ai le sentiment, d'une certaine manière, d'avoir, dans un premier temps, très fortement critiqué l'approche intentionnaliste, mais après de l'avoir sauvé d'une certaine manière, puisque j'explique que finalement, même si donc le document de Hell n'a pas été beaucoup cité, et que c'est dommage parce que finalement, il y a beaucoup de documents qui pointent dans le même sens et qui montrent que dès 1925, il y avait, ou dès 1923, il y avait un fantasme génocidaire et qu'Hitler, dans des tirades dégueulasses, était capable de dire que ce dont il aurait envie, c'était de pendre la totalité des Juifs les uns après les autres à tous les réverbères munichois et allemands. Donc, d'une certaine manière, c'est une réhabilitation du courant intentionnaliste, mais évidemment sous une forme beaucoup plus tortueuse, ou alors on va dire réflexive, que ne le faisaient mes collègues. Et par ailleurs, donc évidemment, travers la citation de Lucy Davidovich, je donne la version extrême de l'intentionnalisme, qui n'est pas forcément la plus intellectuellement stimulante, mais quelqu'un comme Saul Friedlander, je crois, se positionnerait lui aussi comme une sorte d'intentionnaliste parce qu'il voit dans l'antisémitisme rédempteur identifiable dès les années 20 une potentialité qui est déjà présente. Ou Philippe Burin, ce grand historien suisse qui avait publié Hitler et les Juifs en 1989, ou une chose comme ça, qui est un livre formidable, se définissait comme un intentionnaliste modéré, puisqu'il supposait que Hitler avait quelque part l'idée d'un passage à l'acte à un moment, mais que cette intentionnalité était conditionnée à l'émergence d'un contexte spécifique. Et donc il y a une conditionnalité de la réalisation d'une intention génocidaire. Donc, c'est évidemment des sujets très complexes. Il faudra que, si je continue à travailler sur ces sujets, que je puisse résumer de manière encore plus précise. Néanmoins, ce qui est frappant d'une certaine manière dans la situation actuelle, c'est que plus personne n'emploierait cette dichotomie entre fonctionnaliste et intentionnaliste, parce qu'on voit bien que c'est beaucoup trop simpliste et qu'il faut trouver des schémas plus souples et plus susceptibles de recouvrir une réalité changeante. Et par ailleurs, évidemment, les connaissances sont tellement accrues qu'on est obligé de trouver un modèle qui fait tenir ensemble différentes motivations. Et donc, en mettant en avant la motivation de Hitler, du meurtre des Juifs comme une manière d'éviter une nouvelle révolution, je présente ce que je crois être la rationalité de cet acteur, qui est un acteur central, sans ignorer que d'autres acteurs pouvaient souhaiter la mort des Juifs pour d'autres motifs, à d'autres niveaux, sur d'autres terrains. Et que un soldat des Einsatzgruppen ou un soldat de l'unité du 100e bataillon ou toute autre personne pouvait
choisir ou avoir envie de tuer des juifs pour telle et telle raison, qui ne recoupe pas forcément celle que Hitler, au sommet, peut avoir, et qui, bien évidemment, a un rôle, selon moi, prééminent, puisque c'est lui qui décide de la politique et du moment où elle doit être mise en œuvre. Donc c'est des questions que je trouve passionnantes, hein, même si, évidemment, c'est très compliqué à manier et à faire émerger. Je voudrais d'abord vous remercier. Il ne marche pas là? Si, il faut parler dedans. Ah oui. Bon, je voulais vous remercier pour cette analyse approfondie de Mein Kampf, qui m'a appris beaucoup de choses, surtout sur la manière dont Hitler, à l'époque, il est arrivé à l'écrire et ce que ça a donné, ce que je connaissais bien. Et ce que je voulais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que ce livre, qui est un vrai poison, n'ait pas le succès qu'il a actuellement. Et je pense que dans les mains de beaucoup de gens, il n'y a pas un côté critique comme le vôtre, mais c'est plutôt quelque chose qu'ils ont comme exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, merci pour cette question d'actualité. Donc, la chose évidemment que nous avons faite, c'était de proposer après nos collègues allemands, nos collègues polonais, nos collègues italiens, une édition critique de Hitler. Donc je rappelle que ce livre comporte, mettons, 700 pages de Mein Kampf dans une nouvelle traduction, 700 pages de notes en bas de page qu'il faudra lire, plus 700 pages d'introduction. Et donc c'est dire que le discours critique, hein, évidemment, est beaucoup plus important que le texte de Hitler lui-même. Cela dit, donc ça c'est une première chose, 1 millier d'exemplaires ont été offerts par les éditions Fayard à toutes les bibliothèques qui en font la demande. Il y aura un jour ou l'autre un site internet sur lequel cette édition sera accessible en ligne, donc ce sera facile de lire cette édition critique. Cela dit, j'aimerais néanmoins avoir un discours un tout petit peu dissonant sur la dangerosité de Mein Kampf, sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans et que j'ai lu vraiment, personne dans la salle évidemment, et je m'en réjouis pour les autres, n'a fréquenté aussi assidûment bon. Et je ne crois pas que ce soit un livre qui ait gardé son efficience. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'une personne idéologiquement neutre puisse devenir antisémite en lisant Mein Kampf. Et encore moins s'il a évidemment notre édition, puisque chaque mensonge de Hitler fait l'objet d'une réponse en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que c'est un livre écrit il y a 100 ans par un autodidacte dans un univers qui n'est plus le nôtre, et dont les motivations, alors il y a bien évidemment la haine des Juifs malheureusement continue, mais son univers mental n'est plus le nôtre. J'évoquais tout à l'heure l'Autriche-Hongrie, c'est un sujet, le sort de la germanité dans l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire de la minorité allemande dans l'Autriche-Hongrie, est fondamental pour Hitler. Mais qui aujourd'hui a le moins, qui est-ce que ça, on ne connaît rien. La seule chose qu'on connaisse sur l'Autriche-Hongrie, c'est le fait qu'il y avait Sissi. Voilà. Et ça va pas plus loin. Donc ça veut dire que toutes les références, évidemment, c'est un livre qui renvoie à l'histoire ancienne. Donc, je ne crois pas que ce livre soit susceptible de convaincre une personne de bonne foi. Mais, évidemment, il y a des personnes de mauvaise foi. Et on le sait. Il y a des antisémites, il y a des fascistes, il y a des gens d'extrême droite, il y a des complotistes. Enfin, il y a tout un ensemble de personnes qui sont susceptibles de trouver de l'intérêt et la confirmation de leur conviction initiale dans ce livre. Ces gens-là ne vont pas acheter notre édition qui coûte 100 €, qui pèse 3,7 kg, et qui est, comme vous l'avez vu, qui a bénéficié d'un dispositif de vente très en retrait et sans affichage. Donc, notre espoir, si vous voulez, ce serait que, parce que le livre s'est beaucoup vendu, qu'il est dans les bibliothèques, qu'il sera sur le net, ce soit la seule édition qui soit en circulation et que ça assèche les autres. Mais bien évidemment, l'éditeur d'extrême droite
qui, depuis 1934, vend pour 35 € son édition relative, enfin, qui est datée, dont on peut dire des choses comme ça, et qui est évidemment sans édition. Il va pas arrêter demain, pour nous faire plaisir à nous tous, de vendre tout simplement parce qu'il a un intérêt commercial massif à vendre le plus d'exemplaires possible. Et un certain nombre de personnes ont intérêt à faire en sorte, comme Alain Soral, qu'il y ait de nouvelles éditions non critiques soient présentées, puisque ce sont des antisémites et qu'ils soient, voilà, et que par ailleurs, il est possible en un clic sur Internet de trouver une version digitale comme ça, sans explication, sans rien. Bon, encore une fois, Mein Kampf, et c'est ce que j'ai expliqué, essayé d'expliquer dans la préface, Mein Kampf fait partie de notre univers. On ne peut plus retirer ce livre. C'est fini. En Allemagne elle-même, 11 millions d'exemplaires ont été produits et diffusés depuis l'émergence d'Internet. C'est des centaines, des dizaines de millions d'exemplaires qui chaque jour dans toutes les langues circulent. La seule chose que nous pouvons faire, c'est croire que la science, la connaissance, l'histoire et l'esprit critique peuvent permettre de désamorcer ce discours de haine qui fait partie de la réalité de notre monde.